On va passer à la troisième table ronde de la matinée. Libérons le matériel avec Patrick Jeantet, Alain Picard, Sophie Espier. Et vous entendrez aussi Marco Capocciuti, le président de la commission voyageurs de l'AFRA et président de Trenitalia France. Je vous laisse vous installer tous les trois et je vous présente en attendant Patrick Jeantet. Vous êtes président de la Fédération des industries ferroviaires et senior advisor de Vauban Infrastructure Partners. Alain Picard, directeur général de CAF France. Et Sophie Espier, directrice stratégie, vente et marketing de Siemens Mobility France. Voilà pour les présentations. Alors sur cette question du matériel, évidemment, on a beaucoup de choses à dire. Il y a plusieurs sujets. Je sais que Patrick Jeantet, il y en a un qui vous intéresse particulièrement, c'est l'innovation. Et j'ai envie qu'on commence par cette question de l'innovation. Oui, l'enjeu de l'innovation est crucial, crucial dans le ferroviaire, comme il est dans tous les secteurs d'ailleurs, mais dans le ferroviaire particulièrement, parce que j'ai entendu à juste raison l'étape précédente dire il faut continuer, il faut avoir de l'argent, on a besoin d'argent, on n'a pas suffisamment d'argent pour investir dans le réseau, pour renouveler le réseau, pour le moderniser, etc. Mais l'innovation permet aussi de réduire les coûts. Car le système ferroviaire a quand même cette particularité d'être extrêmement onéreuse en investissement, onéreuse en coûts d'exploitation et en maintenance. Or, on parle assez rarement des coûts. Et donc, je pense que l'innovation permet de baisser substantiellement les coûts. Il n'y a pas que l'innovation, il y a d'autres facteurs, on pourra en parler, mais ce sujet est important. Le deuxième sujet, on en a parlé dans l'étape précédente, c'était la décarbonation. La décarbonation est essentielle, et pour ça, on a besoin, évidemment, de digital, de transition énergétique, et c'est un sujet absolument majeur. Je noterai quand même qu'un frein, aujourd'hui, à la décarbonation, c'est le sujet central où le CO2 émis n'est pas payé par celui qui l'émet, ou de manière totalement ridicule. Il faut reposer ce débat en France. Le CO2 émis, voilà, le principe pollueur-payeur, c'est un vieux principe qui a fait ses effets dans le temps. Et il faut remettre ça au centre de la table. Évidemment, on parlait du fret ferroviaire. Le fret ferroviaire, aujourd'hui, émet beaucoup moins, 8 fois, si j'ai bien compris, de CO2 que le fret routier. Et donc, évidemment, il faut remettre ça au centre du jeu. Voilà. Donc, l'innovation est essentielle. Et il y a deux essentiels, transition énergétique, digitale, baisse des coûts. Et puis un dernier volet dans l'innovation, c'est essentiel pour la souveraineté industrielle. Car on peut faire toutes les mesures qu'on veut pour avoir, je dirais, un level playing field, comme diraient les Anglais, c'est-à-dire une concurrence internationale qui se joue à armes égales. Mais une des façons de maintenir notre prédominance industrielle, c'est d'être plus innovant que les autres. Et donc, il faut y aller. Et dernier point que je voudrais mettre en avant, c'est que j'ai été, comme beaucoup d'entre vous, la semaine dernière à Innotrans, et je n'y avais pas été depuis au moins 6-8 ans. Ce qui m'a frappé, c'est que tous les industriels aujourd'hui, même ceux qui font des matériels ou des équipements qui sont des équipements mécaniques, aujourd'hui, sont complètement digitalisés. J'en ai vu qui faisaient par exemple des compteurs d'essieux, lesquels compteurs d'essieux sont des compteurs intelligents qui non seulement comptent les essieux, mais qui aussi récupèrent toute une information sur la qualité du rail, sur la qualité de la roue qui passe sur le train, et qui permettent de faire par exemple de la maintenance prédictive. Je vous rappelle que la maintenance prédictive dans l'infrastructure ou sur le matériel roulant, on estime, à dire d'experts aujourd'hui, il y a des études qui le montrent, qu'on pourrait gagner au moins 30% de coûts. 30% de coûts dans le ferroviaire en moins, c'est gigantesque et ça permettra de faire plus de ferroviaire. Donc l'innovation est absolument essentielle. Voilà, Sophie Espier, innovation pour baisser les prix et pour la souveraineté industrielle, fondamentale aussi selon vous? Oui, innovation et concurrence, compétition. Patrick Jeantet l'a dit, je vais rebondir là-dessus. Effectivement, alors Siemens Mobility, on n'est pas très présent en France historiquement sur les sujets de matériel roulant, même si on a quelques expériences avec des métros automatiques légers. Notre cœur de métier, c'est plutôt les automatismes ferroviaires en France, rendre les lignes de métro automatiques. Mais voilà, assez peu sur le matériel roulant, et c'est une situation à laquelle on entend remédier en apportant justement de la concurrence, de l'innovation, de la compétition sur le matériel. Alors, on est en train d'y travailler très concrètement avec le fret, donc ça fait le lien avec les tables rondes d'avant, puisqu'on est en train d'homologuer notre locomotive Vectron en France, qui sera disponible bientôt sur le marché français, pour circuler sur le marché français.
mais on a aussi l'ambition de proposer d'autres types de matériel roulant. Patrick Jeantet a parlé d'innovation et de décarbonation. C'est aussi quelque chose qu'on souhaite faire, par exemple, pour les matériels roulants régionaux, en proposant des matériels, évidemment, soit propulsion électrique, batterie ou hydrogène, sur la base de plateformes que nous avons développées ailleurs en Europe. Mais alors, on y reviendra probablement tout à l'heure, on va développer ça dans cette table ronde. Avoir des plateformes développées ailleurs en Europe ne veut pas dire que d'un coup de baguette magique ou d'un claquement de doigts, on amène ce matériel roulant en France. On est en train de l'expérimenter aujourd'hui avec l'homologation de la locomotive Vectron en France. C'est long, c'est complexe, c'est difficile, et il y a des barrières invisibles sur lesquelles, je pense, je reviendrai tout à l'heure. C'est le cas pour la locomotive, ça sera pareil pour un matériel, je dirais, passager. Voilà, il y a des barrières invisibles sur ce marché qu'il faut tous ensemble qu'on arrive à lever. Alain Picard, justement, ces barrières invisibles dont Sophie Espier parle, quelles sont-elles à votre niveau ? Alors, on va partager certainement la même analyse avec Sophie de Siemens, sachant qu'en ce qui concerne CAF, je vais plutôt me centrer sur la partie passager, voyageurs, hein, puisque CAF est présent en France sur une gamme de, j'aime bien appeler ça, de matériel de transport en commun allant de l'autobus au trolleybus jusqu'aux intercités et aux trains, évidemment en passant par les trains régionaux. Bon, je pense qu'un des premiers éléments qu'il faut avoir en tête, c'est que le marché européen du matériel ferroviaire voyageur n'existe pas. Très très peu. En fait, alors en grande partie du fait de la présence d'infrastructures, y compris les signalisations, qui sont différentes pays par pays, on assiste à une somme de marchés au mieux nationaux. Ce qui fait qu'en fait, contrairement à d'autres industries, hein, prenons par exemple la voiture, voilà, on est cantonné dans une série, si je peux m'exprimer ainsi, de petites séries. Et encore, quand vous êtes à l'intérieur d'un même pays, vous pouvez surmultiplier ces petites séries et ces spécifications. Donc, quand vous avez un contrat de 450 trains, c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel dans le ferroviaire. Deuxièmement, certains pays, en particulier le nôtre, ne sont pas exemptes de surspécifications clients. Et ces surspécifications clients, qui viennent d'il y a très très longtemps, et l'Allemagne n'est pas très éloignée, hein, consomment des milliers d'heures d'ingénierie, des centaines de milliers d'heures d'ingénierie, mais dans des proportions qui sont absolument extraordinaires. Je vous signale que si ça consomme des centaines de milliers d'heures d'ingénierie, ce sont des coûts. Et les coûts, ils sont facturés au client. Donc le client va payer in fine beaucoup plus cher. Des centaines de milliers d'heures d'essais, de délais d'homologation, et je vous passe sur les documents. Alors là, les documents, on atteint un nombre de milliers de pages qui est absolument record. Donc il n'y a pas de marché européen, il y a des surspécifications qui pèsent sur un certain nombre de marchés, y compris le marché français. Tout ça, quand même, augmente très significativement les risques, et y compris les risques de retard de la part du constructeur. Il y a, par ailleurs, deux barrières spécifiques au marché français. C'est un fait, donc je ne qualifie pas ça de positif ou de négatif, c'est un fait. Il y a un premier élément qui est pas d'usine, pas de contrat, et un deuxième élément qui est que vous devez faire tout ça en français. Donc si vous n'avez pas d'ingénierie française ou de documents en français, c'est très compliqué. Donc j'ai l'habitude de décrire le marché français comme étant une forteresse du Moyen-Âge. C'est-à-dire une fois que vous êtes rentré, une fois que le constructeur est rentré, il relève le pont-levis et il attend les autres. Donc j'attends Sophie avec impatience. En tout cas, bon, alors le problème, c'est qu'une fois que vous êtes enfermé dans la forteresse, parfois vous avez envie d'en sortir tellement vous perdez d'argent. Donc c'est un peu le problème. Bon. En tout cas, il y a deux barrières très spécifiques au marché français. Il y a un élément structurel au marché français qui est le dérèglement du partage de la valeur. En fait, si nous considérons qu'un train vaut 300 et que vous allouez à peu près un tiers à l'homologation, la construction, le développement du train, en France, le constructeur sera cantonné sur ce premier tiers. Or, ce premier tiers est le plus compliqué et le plus risqué. Vous êtes sûr, à la fin du fin, d'avoir droit au retard, aux pénalités et aux problèmes de cash. Oubliez la maintenance en France. Oubliez la maintenance. Le constructeur, jusqu'à présent, n'a pas accès au contrat de maintenance, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays européens.
Or, évidemment, si vous avez un contrat de maintenance de 10, 15, 20 ans associé à votre contrat initial de développement et construction de trains, ça change tout à fait l'équation économique. Et je vous passe sur les opérations mi-vie. Les opérations mi-vie des trains, oubliez également. À quelques rares exceptions, je vais être méchant, à partir du moment où il y a de l'amiante, vous pouvez être sûr que le contrat sera sur le marché. Pour le reste, par exemple, j'aurais aimé pouvoir disposer du contrat de rénovation de 146 trains d'Île-de-France Mobilité qui a été alloué à un opérateur national pour 1,4 milliard. Faites le calcul, hein. 140 trains, 1,4 milliard. Donc, vous voyez qu'il y a toute une série de sujets. Et puis, in fine, je suis quand même bien obligé de revenir sur le sujet de la complexité des homologations de manière large. Je prends homologation de manière large, hein, pour pouvoir réussir, une fois que vous avez près des milliers d'heures d'ingénierie, de documents, tatitata, faire circuler votre train, qui sont des schémas horriblement complexes et coûteux. Alors, par exemple, nous sommes sur le RERB avec nos collègues d'Alstom. Donc là, je vous passe les détails sur le fait que vous avez comme autorité de sécurité l'ERA, évidemment, le PSF et le STRMTG. Je vous signale que quand vous êtes passager, sur le RERB, vous ne voyez pas très bien pourquoi il y en a 3. Je vous passe les détails des essais à Vélim, en République tchèque, qui au demeurant a un monopole sur les essais, pour ensuite aller à Plouaré, en Bretagne. Tant qu'à faire, vous voyez, vous avez traversé toute l'Europe. Heureusement qu'on n'est pas allé en Roumanie ou en Bulgarie. Et le sujet des procédures de freinage d'urgence, qui par exemple ne sont pas les mêmes entre l'Allemagne et la France. Donc quand vous faites un train transfrontalier, comme nous le faisons Régiolis à Reichshofen, eh ben c'est pas pareil. Voilà. Donc vous voyez quand même, je pense qu'il y a beaucoup de... En fait, je pense que mes deux camarades m'ont laissé la partie la plus difficile, qui est de décrire pourquoi les barrières. Tout ça est très difficile. On n'a plus rien à dire après. J'ai fini. Non. Je finis juste sur un élément, si vous perdez bien. Résultat, et je suis heureux de savoir que Siemens va arriver. Résultat, aujourd'hui, sur la plupart des appels d'offres du marché français, vous avez deux constructeurs, je ne vous dis pas lesquels, et vous avez en France deux plateformes de trains régionaux qui sont homologuées. Je suis que sur les trains régionaux. Deux plateformes de trains régionaux qui sont homologuées. En Allemagne, au même moment, vous avez 6 constructeurs et 11 plateformes. Demandez-vous pourquoi le marché français est aussi peu attractif. Alors, ces processus d'homologation trop longs, c'est aussi ce que vous regrettez, Marco Cappucciotti. Vous ne deviez pas être là. Du coup, on a enregistré une vidéo avec vous. On va tout de suite la regarder. Comme train italien, nous constatons qu'en général, en Europe, le processus pour l'homologation des rames, des nouvelles rames, est très long, mais en particulier en France, est très long pour des sujets particuliers. En France, nous avons eu 4 ans de temps pour l'homologation des 3 rames. En Espagne, 2 ans de temps pour l'homologation des 8 rames. Quelles sont les particularités de la France? Ces deux sujets particuliers sont les modalités d'effectuation des tests qui sont faits par Eureltest, une société qui n'est pas indépendante de SNCF, et le deuxième sujet est connecté à la société, au département qui fait l'analyse des rapports d'homologation, qui est le CIM, le Centre d'ingénierie du matériel, qui n'est pas indépendante de la SNCF. Nous pensons qu'il est nécessaire de chercher d'améliorer ces process et d'améliorer l'organisation pour la réalisation de cet essai d'homologation. Voilà, vous vouliez dire un mot, Marco Cappucciotti? Un petit mot en complément de la vidéo. Le process d'homologation des matériels roulants est très important pour la sécurité, pour la compatibilité avec l'infrastructure. Et il est un process qui est avant le début des services commerciaux. Et nous pensons que le temps pour l'homologation des matériels roulants construit en accord à l'ETSI, donc à les règles européennes, est très long. En général, est très long pour tous les pays européens.
Mais nous avons une expérience en France et en Espagne avec les mêmes matériels roulants, les ETR 1000, déjà homologués et en service en Italie. Et pour l'homologation en France, 4 ans sont été nécessaires. Et donc, le début de notre service était à décembre 21. Et en Espagne, avec les mêmes matériels roulants, le temps nécessaire a été 2 ans. Donc, je pense que pour libérer les matériels, pour libérer en général les ferroviaires, nous devons réfléchir sur cette expérience, sur cette temps, parce que la question de l'homologation des matériels roulants est très importante, très chère et très importante pour les nouvelles entreprises ferroviaires. Sophie Espier, vous partagez sans doute beaucoup de constats mis en avant par Alain Picard qui parlait de forteresse du Moyen-Âge. Vous voyez les choses comment? Alors, on partage évidemment certaines choses. Forteresse du Moyen-Âge, je ne sais pas, je lui laisserai le qualificatif. Je partage certaines choses, mais je mettrai quelques nuances, parce que moi, j'ai le sentiment quand même que le marché est en train d'évoluer. Et qu'on est face à un nouveau paradigme. Alain Picard a beaucoup évoqué les appels d'offres avec des matériels roulants surspécifiés. C'est vrai, ça a été le cas, mais je pense qu'aujourd'hui, on va de moins en moins vers ça, puisqu'on voit que les régions ont envie de prendre la main sur l'acquisition des matériels roulants avec des véhicules comme les sociétés publiques locales. Je vois Franck Dersin qui opine du chef, c'est le cas en Hauts-de-France, mais d'autres régions ont effectivement se sont lancées dans cette voie des sociétés publiques locales pour l'acquisition, la maintenance et la propriété du matériel roulant. Et à travers ces SPL, on sent que les régions ont envie d'acheter des matériels roulants moins spécifiés, plus sur étagère. Mais qui dit sur étagère ne veut pas dire le matériel roulant qu'on a développé en Allemagne ou ailleurs, clac, on l'amène sur le réseau français et ça roule. Et c'est là que je parle de barrières invisibles. Alain les a un petit peu développées, mais il y a, et monsieur aussi, mais il y a effectivement besoin évidemment d'adapter le matériel au réseau. Très bien, ça c'est pareil dans tous les pays. Parce qu'on a des spécificités, c'est le propre du ferroviaire. Mais là où c'est difficile, c'est effectivement les complexités de ces règles qui se rajoutent au STI. Et je rejoins un petit peu Alain, est-ce que ces règles, elles apportent quelque chose de plus? On peut parfois se poser la question, puisque évidemment que dans les autres pays européens, il y a les mêmes exigences de sécurité ferroviaire existent. Donc est-ce que cette surcouche est utile? Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu une sorte de sédimentation avec le temps? Et est-ce qu'il ne faudrait pas faire un peu un ménage dans ces règles-là, qui sont le fait de l'opérateur historique? Juste quelques mots, pour dire aussi que parfois, ces règles, elles sont nébuleuses, ou plutôt difficiles à trouver. On a des exigences qui ne sont pas forcément inscrites dans les SAM, et donc là, effectivement, il vous faut des ingénieurs qui connaissent particulièrement bien le système français, ce qui n'est pas forcément le cas quand on n'est pas un industriel d'origine étrangère. Voilà, donc c'est pas simple. Le deuxième point que je voudrais évoquer, qui a aussi été évoqué de manière un petit peu brève par Alain, c'est le système de signalisation de classe B. On a 2 systèmes de signalisation de classe B en France, la TVM et pour les lignes, on va dire, grande vitesse, le KVB pour les lignes classiques. Et au rythme de déploiement de l'ERTMS, et le pauvre Saint-Mathieu n'y peut rien, hein, c'est les financements qui sont aujourd'hui insuffisants pour développer l'ERTMS. Mais donc le KVB a de beaux jours devant lui. On roulera encore dans ce beau pays avec du KVB pendant des années. Donc c'est un système, ce sont des systèmes de signalisation monopolistiques par un autre industriel concurrent et néanmoins ami, et qu'il nous faut évidemment appréhender, intégrer dans les matériels roulants. Et tout ça rend effectivement plus, je n'ai pas évoqué aussi l'accès au réseau pour faire les essais. Tu évoquais Ploiré pour les essais de shuntage. Donc tout ça fait qu'effectivement, on arrive à la conclusion que vous avez énoncée. C'est plus long d'homologuer un matériel roulant en France qu'ailleurs. Mais néanmoins, j'ai un peu plus d'espoir. Donc je ne dirais pas qu'on est au Moyen-Âge, je dirais qu'on est vers la Renaissance peut-être. On avance. Pour dire qu'effectivement, le marché est en train d'évoluer. Il est moins spécifié, mais juste, je conclurai là-dessus. Il risque d'être, en revanche, plus fragmenté et on aura des capacités, des volumes plus limités. Patrick Jeantet, comment pourrait-on faciliter l'accès au matériel pour les nouveaux acteurs? Est-ce qu'il faut... la surspécification a été évoquée. Comment est-ce qu'on essaie de lever ces barrières?
Alors, je suis sur le sujet des STI, de la réglementation. Je ne suis pas du tout aussi optimiste que toi. Je pense qu'on va en empirant. On va en empirant. Je rappelle quand même que les STI et la réglementation européenne a vocation à se substituer à terme aux réglementations nationales. C'est ça l'idée de base. On voulait un système interopérable européen, on fait des réglementations européennes et on dit elles vont remplacer à terme, à un certain terme, on sait que... Or, cette transition, elle dure depuis 20 ans. C'est ça la réalité. Et elle va continuer, tel que c'est parti, 20 ans de plus. Deuxième sujet, l'Europe, tous les 3 ans, recommence un nouveau round de STI. Les derniers ont été approuvés en 2023, pas plus tôt qu'en 2024. La Commission européenne a saisi l'ERA, qui a saisi l'ensemble des acteurs du ferroviaire, sur un nouveau round de STI avec comme objectif 2027. On est dans un système qui est en train de s'emboliser complètement. Ça, c'est le niveau européen. À suite de ça, et là je reviens sur ce que Alain disait, comment se fait-il qu'on a l'ERA, le PSF, voire le SRTMTG sur un même projet? Non mais on veut tuer le ferroviaire. Je pense que la réalité de tout ça, c'est que l'objectif, c'est de tuer le ferroviaire. Donc il faut arrêter. Alors au troisième sujet, c'est les donneurs d'ordre. Les grands donneurs d'ordre, historiquement SNCF, RATP, maintenant les régions vont arriver. Ce qui pose, c'est une opportunité et c'est aussi potentiellement un risque. C'est un risque de fragmentation, c'est un risque de spécification. Et on l'a connu en Allemagne. Il se trouve que j'étais Keolis à l'époque de l'ouverture à la concurrence en Allemagne, où chaque lender spécifiait, surspécifiait ses matériels roulants, moyennant quoi un matériel roulant en Rhénanie du Nord-Westphalie, vous ne pouvez pas le faire fonctionner en Bavière, par exemple. Donc, voilà. Donc ça pose un vrai problème de fragmentation, donc des petites séries qui seront de plus en plus petites, si vous voulez, hein. Donc des surcoûts très importants. Donc tout ça va dans un sens qui est délétère pour notre société. C'est de plus en plus de coûts, de plus en plus cher. Or, le gros problème de la décarbonation, revenons là-dessus, c'est évidemment faire plus de transport modal. On a décidé de doubler les parts modales du fret. Très bien. Sauf qu'on fait tout pour que ça soit plus cher. Donc on ne le fera pas parce que le système ferroviaire, est en tout cas en France, grâce à l'énergie nucléaire, hein, il faut être honnête, le plus décarboné des pays européens, c'est clair. Néanmoins, la part modale, c'est 10%. Donc ça représente toute petite part. Donc la doubler serait très bien, hein, et la route restera quand même majeure. Hein, donc il faut évidemment décarboner la route. Mais néanmoins, aujourd'hui, on fait tout pour ne pas le faire, en réalité, hein, à travers cette surspécification. Et les donneurs d'ordre, surspécifiés très largement, au lieu de vouloir prendre des systèmes sur étragères, en réalité, rajoutent tout un tas de spécifications, parce que, in fine, le corps des ingénieurs de la SNCF se veut le concepteur de tous les systèmes. Alors, je sais qu'il y a des efforts et il y a que tout un tas de cadres dirigeants à la SNCF qui veulent penser les choses différemment, évidemment. Hein, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse de concert entre les donneurs d'ordre, RATP, SNCF, régions et les industriels, qu'on accepte que ces industriels puissent amener des systèmes conçus par eux ou co-conçus avec la SNCF et non plus des systèmes exclusivement conçus par les RATP et la SNCF et que les industriels sont chargés finalement de construire, si vous voulez. Et le jour où on aura fait ça, on aura fait un grand progrès. Il ne s'agit pas c'est pas une révolution, c'est un changement de relation. Alors il y a des exemples, hein, ça existe, hein, qui sont faits, qui marchent très bien. Mais voilà, c'est un peu la façon finalement d'ouvrir un peu ce marché, de baisser les coûts et en baissant les coûts de pouvoir faire derrière plus de ferroviaire. Alain Picard, en préparant cette table ronde, vous me disiez que la réponse, elle devait, selon vous, venir des régions. Est-ce que vous pouvez, Patrick Jeantet, en parler à l'instant du rôle des régions? En fait, je pense que nous sommes à un moment clé, et je rejoins ce que disait Sophie. On est à deux moments clés. Nous n'avons jamais eu autant de passagers dans nos trains. Jamais, jamais, jamais. Et c'est une très bonne nouvelle dans les trains régionaux ou sur les TGV. Et deuxièmement, on est au moment où il y a l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. Et la principale conséquence, les deux principales conséquences de cet événement-là sont premièrement la modification des procédures d'acquisition du matériel roulant, via, comme Sophie le disait, via par exemple des SPL ou des opérateurs qui prendraient la place de l'opérateur historique. Et deuxièmement, quid du marché de la maintenance? Je pense qu'on verra après. Et à partir de ce moment-là, le client, là-haut, est au cœur du changement.
c'est un risque d'atomisation du marché avec des commandes de 15 trains ici, 30 trains ici. Mais c'est aussi une fabuleuse opportunité, dans une discussion avec les industriels, de simplifier l'intégralité des procédures, d'appel d'offres. Le train sur étagère n'existe pas parce qu'il faut l'adapter. On n'est pas en train de fabriquer des presses agrumes. Donc il faut l'adapter aux spécifications de l'infrastructure. Mais on a un moment. Et il faut être au rendez-vous de ce moment. L'industriel a besoin de discuter, de pouvoir proposer au client ce qu'il a besoin. Il a besoin de prévisibilité, il a besoin de constance. Le ferroviaire, de manière générale, a besoin de constance, que ce soit dans le réseau, les gares ou le matériel roulant. Et on a ce moment. Ce moment, c'est maintenant. Sophie Espier, les autorités ont un rôle à jouer ? Ah oui, je partage tout à fait. Donc, premier rôle, effectivement, essayer de ne pas revenir à la surspécification qu'on a connue dans le passé. Et essayer aussi de faire masse et de regrouper les besoins. Donc, on peut toujours, on regrette certaines choses avant. Avant, il y avait quelque chose de bien, c'était les contrats cadres, ça créait l'effet volume. On ne peut pas toujours vivre dans la nostalgie du passé et en même temps contester ce qui n'allait pas dans le passé. Donc, tournons-nous vers l'avenir, mais en formulant des vœux, effectivement, le vœu que les régions, effectivement, essayent de regrouper leurs besoins pour ne pas acheter, effectivement, leur matériel roulant de manière isolée, fragmentée et différenciée. Et puis le deuxième vœu, ça serait trop facile de m'adresser qu'aux régions, c'est aussi aux autorités nationales. Essayons tous ensemble, effectivement, c'est un travail à faire avec la filière, avec l'opérateur historique, avec l'État, de simplifier ces normes, cette surcouche de normes qui se rajoute et qui ralentit les processus d'homologation des matériels roulants en France. C'est un sujet dont on parle au sein de la filière depuis des années, mais je sais compter sur Patrick Jeantet qui a envie de faire bouger les choses. Une réaction, Patrick Jeantet, à ce que Sophie disait à l'instant ? Oui, je veux dire, il y a des choses qui ont démarré et qui, sous les en particulier de Mathieu Chabanel, et que je salue, c'est son initiative de créer des groupes de travail entre les industriels et SNCF Réseau sur tout un tas de sujets. Alors, on en a appris quelques-uns, on va en reprendre de nouveaux. Et ça, c'est de nature à faire bouger les lignes. Et je salue cette initiative et il faut la continuer et l'amplifier. Hein. Donc, c'est vraiment un travail de filière que Mathieu a initié, de filière sur l'infrastructure, en l'occurrence là. Je pense qu'il faut évidemment l'élargir sur le matériel roulant. Et donc, je suis en discussion avec SNCF Voyageurs en particulier pour élargir cette discussion de telle manière à ce qu'ensemble, on fasse bouger les lignes avec un objectif clair, c'est baisser les coûts, plus d'innovation, plus de décarbonation pour faire plus de ferroviaire. Alors, jusqu'à présent, le marché du matériel est principalement concentré autour d'un constructeur. Le système s'est développé autour de ces normes. Nous avons entendu là que c'est compliqué pour les autres constructeurs de se positionner. Patrick Jeantet, comment faire en sorte que le système s'ouvre à la diversité des modèles ? Oui, alors la Fédération des industries ferroviaires, ça ne représente pas que les grands groupes. Évidemment, ça les représente, hein, et le plus grand d'entre eux qui est Alstom, mais aussi CAF, qui est ici. Donc vous voyez, il y a deux constructeurs sur le territoire national, en tout cas sur le matériel voyageur en l'occurrence. Hein. Mais ensemble, toute une chaîne d'industries qui vont des PME à des ETI, qui sont à la fois des équipementiers, qui sont à la fois sur la signalisation, et on ne parle pas aujourd'hui de signalisation, mais c'est vital. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le RTMS, avec les nouveaux systèmes de signalisation, on est en train de basculer de paradigme. Alors certes, le déploiement va plus longtemps, etc. Mais la réalité, c'est que technologiquement, on bascule de paradigme, ce qui pose d'ailleurs des problèmes intéressants de relations entre les donneurs d'ordre et les industriels. Parce que quand on répète, quand on produit des anciens systèmes, que ce soit le KVB ou la TVM, etc., c'est des problèmes de production, mais le design a été fait il y a bien longtemps. Là, on a conçu et on met en place actuellement de nouveaux systèmes. Et donc, la relation est différente. Il faut qu'on la cale. Et d'ailleurs, on va travailler ensemble pour justement pouvoir, nous, industriels, répondre aux attentes, évidemment, de SNCF Réseau, qui est de déployer ça à un moindre coût le plus vite possible, et surtout que ça soit efficace et robuste derrière. Et nous, les industriels, à ce qu'on puisse nous y retrouver, parce que des industriels qui perdraient beaucoup d'argent là-dessus, évidemment, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que la durabilité pose question. Après, deuxième sujet sur lequel je voudrais mettre un peu l'accent, c'est la prévisibilité et surtout éviter des commandes en dos de chameau.
Or, c'est ce qui se passe constamment dans le matériel roulant. On a une très bonne nouvelle, hein, c'est que depuis quelques années maintenant, on a un très fort accroissement du volume de commandes de matériel roulant, que ça aille du TGV, des TER, des TET, des trams et des métros. En 2027, on va avoir un brusque chute, essentiellement parce que les livraisons de TER seront quasiment terminées. Après, qu'est-ce qui se passe? Donc on a 2 plateformes aujourd'hui de TER en France. Hein, ces 2 plateformes vont être démantelées. Aujourd'hui, il n'y a pas de discussion sur et l'après. Et donc là, on a un vrai sujet. N'aurait-il pas fallu plutôt réfléchir collectivement sur une montée en puissance douce et continue sur plusieurs années, de telle manière à ce qu'on n'ait pas des trous? Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous démontez la plateforme, vous n'avez plus de commandes. Alors, vous avez quelques commandes, vous avez des commandes sur l'export. Et ça pose d'autres sujets, de la compétitivité coût qu'on a en France, quand on sait qu'aujourd'hui, les taxes de production, alors le président Macron et ses gouvernements ont bien lancé, mais malheureusement, il y a un grand coup d'arrêt actuellement. Les taxes de production représentaient 24% de la valeur ajoutée des industriels. Donc les prélèvements de taxes de production, aujourd'hui, c'est 21%, c'est mieux. L'Allemagne, c'est 10%. Donc vous voyez, il y a des sujets comme ça à traiter. Et la prévisibilité, c'est aussi le problème de quand vous arrêtez une plateforme, vos personnels partent, ils sont employés parce qu'on a des gens qui sont en général très qualifiés. Donc il n'y a pas de problème d'emploi. Ils vont être embauchés demain par le nucléaire, par l'aéronautique, voire par évidemment l'automobile. Vous repassez une commande 2 ans, 3 ans après, voir si vous faites une ou 2 plateformes. Maintenant, ça va être 5 ans à 6 ans après, hein, le temps de produire. Hein. Et ben vous cherchez des gens, vous ne les trouvez pas, et après on dit vous êtes en retard. Ben, c'est normal, le système a créé ce retard. C'est ça la réalité des choses. Donc il nous faut travailler collectivement, parce que c'est un travail collectif. Nous ne sommes pas tant de donneurs d'ordre que ça dans le pays, à l'inverse de la voiture où chaque citoyen achète sa voiture. Et donc il faut travailler collectivement à réfléchir à la prévision dans le temps long. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec SNCF Réseau sur l'infrastructure. C'est ce qu'il faut qu'on fasse collectivement sur le matériel roulant. Merci beaucoup. On va prendre une seule question de la salle parce que le temps presse avant notre dernière table ronde. Est-ce qu'il y a une question sur cette 3e table ronde? Pas de questions. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup à tous les 4.